No, it's not smooth. Asking a dumb question. Asking a dumb question makes you look crazy. Au cours de son illustre carrière, Diddy, le génie à l'origine de la chanson I'll Be Missing You, a été confronté à bien plus que les projecteurs. Il a 54 ans et ses fils, King et Justin, ont confirmé les rumeurs effrayantes qui circulent à son sujet. Ces rumeurs font état de descente des autorités fédérales dans ses propriétés et d'un différend de longue date avec 50 Cent. La situation est sur le point d'exploser. Dans quelle mesure ses fils ont-ils divulgué ses secrets? Et quel est le lien entre tout cela et la vie publique et privée de leur père? Les confessions dont tout le monde parle sont révélées dans cette vidéo, que vous pouvez visionner ici. Pour commencer, il est toutefois nécessaire d'examiner brièvement les débuts de Diddy afin d'établir le contexte des rumeurs que ses fils ont corroborées par la suite. Les débuts de Diddy et son éducation. Diddy, né le 4 novembre 1969 à Harlem, New York, est entré dans le monde à une époque où la ville se caractérisait par sa rudesse et son abondance de difficultés. Son père, Melvin Combs, occupait plusieurs emplois, dont celui de chauffeur de taxi et d'employé au Board of Education. Quant à sa mère, Janice, elle parvient à joindre les deux bouts en exerçant plusieurs professions, dont l'enseignement et le mannequinat. Bien que le temps passé par Melvin dans la vie de Diddy ait été écourté, il est décédé alors que Diddy n'avait que 2 ans, des suites de sa maladie. Pendant ses années de formation, sa mère et sa grand-mère, Jessie Smalls, ont été les personnes les plus influentes de sa vie. L'une des histoires les plus déchirantes est celle de la façon dont Diddy a appris le décès de son père. Pendant la majeure partie de sa jeunesse, il a cru que son père avait été tué dans un accident de voiture. Cependant, à l'âge de 14 ans, je suis allé à la bibliothèque publique et j'ai découvert un fait horrible. Il y avait eu un accident mortel à Central Park impliquant Melvin. Lorsque le jeune Diddy a fait cette découverte, ce fut un moment qui a changé sa vie pour toujours. Des plus, malgré le fait que cela ait dû être assez bouleversant, cela ne l'a pas empêché d'atteindre ses objectifs. Au contraire, cela a semblé renforcer sa détermination à s'établir en tant qu'individu prospère. Peut-être pour saluer la mémoire d'un parent qu'il n'a eu que brièvement l'occasion de connaître. Même s'il n'a pas eu de figure paternelle dans sa vie, Diddy a exprimé son attachement à sa jeunesse. Selon lui, son enfance n'a pas été perturbée à quelque niveau que ce soit. L'amour. C'était Diddy, même s'il a dû faire face à la dure réalité de la perte de son père à un âge si précoce. Tout au long de sa vie, sa mère, Janice, l'a soutenu et a veillé à ce que lui et sa jeune sœur, Keisha, soient bien entourés. Sa grand-mère, Jessie Smalls, a également contribué au succès de Diddy en lui fournissant les bases nécessaires à son épanouissement. Diddy a vécu à Harlem jusqu'en 1982, ce qui lui a permis de découvrir la culture florissante du quartier. Il a été captivé par le mouvement rap naissant et, même lorsqu'il était préadolescent, il sortait discrètement de chez lui la nuit pour assister aux concerts des pionniers du hip-hop, dont des artistes légendaires tels que Run DM, C, KRS-One et Grandmaster Flash. C'était un acte de défi important de ma part. C'est le début d'une passion pour la musique qui durera toute une vie et qui finira par définir sa vie professionnelle. En 1982, alors que Diddy a environ 12 ans, sa famille déménage à Mount Vernon, dans l'État de New York. Après que sa mère a acheté une maison dans cette ville, Diddy a fait une énorme transition en passant des rues trépidantes de Harlem à un environnement plus suburbain. Il s'agit d'un changement important pour Diddy. Charles Borromeo School à New York, la Mount Vernon Montessori School et, plus tard, la Mount St. Michael Academy, une école catholique du Bronx réservée aux garçons. C'est à Mount St. Michael qu'est né le tristement célèbre surnom de Puffy. Donné à Diddy, il existe plusieurs récits sur la manière dont il a été surnommé ainsi. Beaucoup pensent que c'est parce qu'il avait l'habitude de montrer son torse lorsqu'il jouait au football afin de terrifier l'équipe adverse. D'autres pensent que c'est à cause de son mauvais caractère, qui le mettait parfois hors de lui et le rendait furieux. Quoi qu'il en soit, le surnom est resté. Et bientôt, les gens du monde entier ont commencé à l'appeler Puff Daddy. Il finit cependant par changer de nom pour s'appeler Diddy. Dès son plus jeune âge, Diddy fait preuve de l'ardeur au travail qui définira plus tard sa profession. À l'époque, il n'avait que 12 ans et n'était donc pas en âge de livrer des journaux. Cependant, il était toujours prêt à aider sa mère sur le plan financier. En même temps,
il ne s'est pas laissé décourager. Il est parvenu à un accord avec le jeune homme qui allait abandonner la distribution du journal local pour aller à l'université. Il accepte de reprendre le travail et de donner à son aîné 50% de ses revenus hebdomadaires. En outre, l'éthique de travail de Diddy ne s'est pas démentie. Playland Park, un parc d'attractions situé à Rye, dans l'État de New York, a été son lieu de travail par la suite. Lorsque je travaillais dans un restaurant, il m'arrivait souvent de faire la double journée. Michael Academy en 1988. Il avait déjà commencé sa carrière dans l'industrie musicale en dansant dans des clips pour des musiciens tels que Babyface, Doug E., Fresh at les Fine Young Cannibals. Il avait déjà commencé son voyage dans le monde de la musique. En outre, il s'était immergé dans la culture et l'esprit du hip-hop, et il était évident qu'il travaillerait dans le secteur du divertissement à l'avenir. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Diddy est entré à l'Université Howard, où il a obtenu un diplôme en administration des affaires. C'est la suite logique de sa vie. Le temps qu'il passe à Howard est tout sauf ordinaire. Il ne se contentait pas d'être présent dans la salle de classe. Comme à son habitude, Diddy travaillait très dur. En plus de gérer ses études, il faisait la promotion de concerts, vendait des t-shirts et des sodas et organisait des fêtes. Il gère également une entreprise de navettes qui emmène et ramène les passagers à l'aéroport. Même lorsqu'il était à l'université, son énergie incessante et sa détermination sans limite se distinguaient. D'autre part, le désir de Diddy de réussir l'a ramené à New York en peu de temps. Andre Harrell, le fondateur d'Uptown Records. Louis a été présenté par son ami Dwight Myers, mieux connu dans l'industrie musicale sous le nom de Heavy D. Cette rencontre a eu lieu en 1990. Diddy s'est vu proposer un stage non rémunéré au sein du label, alors que la plupart des gens auraient hésité à travailler gratuitement. Diddy avoue une chance de s'imposer comme candidat au poste. Tous les week-ends, il prend le train de Washington, dans le district de Columbia, où il fréquente encore l'Université Howard, jusqu'à New York, où il travaille chez Uptown. Ce voyage a duré plusieurs mois. Les efforts déployés par Diddy n'ont pas été négligés. Andre Harrell, qui deviendra par la suite le mentor de Diddy, le considère comme le stagiaire le plus assidu qu'il ait jamais vu. Peu de temps après, les efforts de Diddy commencent à porter leurs fruits. En 1991, un an seulement après avoir commencé son travail de stagiaire, il est promu au poste de directeur des artistes et du répertoire. Ce poste lui donne l'occasion de façonner la carrière de musicien et de s'imposer comme une figure incontournable de l'industrie musicale. L'ascension dans l'industrie musicale. Alors que Diddy s'efforce de se faire un nom à Uptown, il commence à rencontrer des problèmes juridiques et des controverses qui finissent par le rattraper. C'est en 1993 qu'il est finalement renvoyé du label à la suite de ces circonstances compliquées. Cependant, ce revers n'était pas la fin, mais plutôt un tournant dans son parcours. Peu après avoir quitté Uptown, Diddy a créé sa propre maison de disques, Bad Boy Records, avec l'intention de prendre son destin en main à partir de ce moment-là. Diddy n'a pas perdu de temps pour constituer une liste d'artistes talentueux après que Bad Boy se soit immédiatement fait un nom en concluant un partenariat avec Arista Records. L'une des premières mesures qu'il a prises a été d'amener Christopher Wallace, également connu sous le nom légendaire de B.E.G. Avec lui, Wallace avait déjà commencé à être reconnu, mais c'est sous la supervision de Diddy qu'il est devenu une figure monumentale de la communauté hip-hop. Wallace a largement contribué à l'essor de Bad Boy Records, au même titre que Craig Mack. Le premier album du célèbre B.I.G., intitulé Ready to Die, sorti en 1994, a marqué un tournant pour Wallace et Bad Boy Records. L'énorme succès de l'album, tant critique que commercial, a renforcé la réputation de Diddy en tant que pionnier de l'industrie musicale. Profitant de cet élan, Diddy élargit la liste des membres de Bad Boy en signant avec des chanteurs comme Diddy ne se contente pas de gérer des musiciens. Il crée également The Hitmen, une société de production interne qui travaille avec certaines des personnalités les plus connues de l'industrie de la musique par le biais de leurs collaborations. Mary J. Blige, Usher, Mariah Carey, TLC, Boyz II Men, Aretha Franklin et un grand nombre d'autres artistes emblématiques figurent parmi les artistes avec lesquels cette équipe a collaboré. À l'approche de l'an 2000, Diddy a commencé à se développer de manière à montrer ses aspirations au-delà du domaine de la musique. Au début des années 2000, il a commencé à se produire sous le nom de scène de P. Diddy a continué à gagner en popularité avec son deuxième album,
The saga continues. Sorti en 2001. Grâce à des collaborations, il a pu maintenir son importance artistique. L'une de ces collaborations est le tube Shake Ya Tail Feather, qui a remporté un Grammy en 2004 et sur lequel il travaille avec le rappeur Nelly. Diddy s'était déjà imposé comme une force multidimensionnelle lorsqu'il a remporté ce Grammy. Il a réussi à concilier ses positions de mania de la mode, de musicien et de producteur. En 2005, Diddy réduit pour la deuxième fois son nom en supprimant le P. L'année suivante, il sort l'album Press Play. Son album The Last Train to Paris est sorti en 2010, avec le trio vocal féminin Dirty Money. Tout au long de sa carrière, il continue d'expérimenter avec le son et le style. Il a incorporé des éléments de musique de danse, de disco et de rap dans cet effort, ce qui constitue une rupture par rapport à ce qu'il propose habituellement en matière de hip-hop. Le résultat est tout à fait inventif. Même si Diddy a expérimenté différents sons, il ne s'est jamais totalement éloigné de ses racines hip-hop au cours de sa carrière. C'est en 2015 qu'il a sorti la mixtape MMM, qui comprenait des collaborations avec des figures importantes de la scène hip-hop et dans laquelle il reprenait le nom de Puff Daddy. En 2021, Diddy a opéré un changement personnel important en changeant officiellement son deuxième prénom de John à Love. Ce changement marque le début d'une nouvelle phase dans sa vie personnelle et sa carrière professionnelle. L'année suivante, il sort l'album Love intitulé Off the Grid, un projet qui a été nommé pour un Grammy et qui comprend des collaborations avec des musiciens de renom tels que The Weeknd et Mary J. Blige. La vie personnelle de Diddy est tout aussi spectaculaire que sa vie professionnelle. Elle est pleine de hauts et de bas, et comprend également une famille nombreuse qui s'agrandit de jour en jour. La naissance de son premier enfant biologique, un fils nommé Justin, qui marque le début de sa paternité, a eu lieu en 1993. La mère de Justin Hilton est Misa Hilton, une créatrice de mode et styliste bien connue. Au début de l'ascension de Diddy vers la popularité, elle était en couple avec lui. L'un des moments dont Diddy est le plus fier en tant que parent est celui où son fils Justin a suivi les traces de son père en embrassant le succès à sa manière, en étudiant à l'UCLA grâce à une bourse d'études de football et en obtenant son diplôme en 2016. La romance de Diddy avec Kimberly Porter est celle qui a duré le plus longtemps et qui est probablement la plus connue. Leur relation, qui a débuté en 1994 et s'est poursuivie par intermittence jusqu'en 2007, a été marquée à la fois par l'amour et l'instabilité. La vie personnelle de Diddy a été fortement influencée par Kimberly Porter, et il a même adopté le fils de cette dernière, Quincy, né de ses précédentes fiançailles avec le musicien Al B. Shore. L'adoption de Quincy par Diddy a été une démonstration publique de son dévouement à sa famille. Et il a élevé Quincy comme s'il s'agissait de son propre enfant. Diddy a eu 3 autres enfants avec Porter comme partenaire. En 1998, ils sont devenus parents pour la première fois d'un fils nommé Christian. Puis, en 2006, Porter a donné naissance à 2 filles identiques, prénommées Jessie James et Delilah Starr. La famille de Diddy, qui s'agrandit, est encore plus heureuse après l'arrivée des jumelles. En revanche, la tragédie a frappé en novembre 2018, lorsque Porter est décédé soudainement et de manière inattendue d'une pneumonie. Diddy et ses enfants ont reçu un coup tragique lorsqu'elle est décédée de manière inattendue, et son décès a laissé une empreinte indélébile sur la dynamique de leur famille. Une autre fille est née en 2006, à peine 5 mois avant la naissance de ses jumeaux, bien que la relation de Diddy avec Porter ait été l'aspect le plus important de sa vie personnelle. Chance est le nom de la fille que Sarah Chapman a mise au monde. La vie sentimentale de Diddy continue d'attirer l'attention, en particulier pendant les 11 années de sa relation avec Cassie Ventura, qui a duré de 2007 à 2018. Leur idylle a été suivie de près par les médias et les fans, bien qu'ils n'aient jamais eu d'enfants ensemble au cours de leur relation. Au cours du développement de ses enfants, Diddy a veillé à ce que les événements importants de leur vie soient commémorés de manière grandiose. Les fêtes d'anniversaire extravagantes de ses 2 aînés ont été mises en lumière dans l'émission de télévision My Super Sweet 16 sur MTV. Diddy aurait fait parler de lui pour avoir offert à Justin, pour son 16e anniversaire, une Maybach d'une valeur de 360 000 $. Christian, son 2e fils, était également invité à une fête à laquelle participaient des célébrités, et il a reçu non pas une, mais 2 automobiles en guise de cadeau d'anniversaire. Avec la naissance de son 7e enfant, une fille, le 15 octobre 2022, Diddy est devenu père pour la 7e fois. La plupart du temps,
Sommaire. Dana Tran est restée discrète. Cependant, Diddy a embrassé son nouveau rôle de père une fois de plus, ce qui démontre son dévouement inébranlable à sa famille, quelles que soient les circonstances. En novembre 2022, Diddy et Christian, son deuxième fils aîné, ont franchi une étape importante, considérée comme un événement capital dans les annales de l'histoire de la famille Diddy. Est arrivé en tête du classement des radios urbaines américaines sur Mediabase avec sa chanson Can't Stop, Won't Stop, à laquelle participe Kodak Black. Controversies. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Diddy a été mêlé à un certain nombre de scandales importants qui ont duré des décennies. Il est parvenu à conserver sa position de premier plan dans l'industrie musicale, malgré le fait qu'un certain nombre de situations qui se sont produites autour de lui ont conduit à soulever des questions et à attirer l'attention du public sur lui. En 1997, Diddy a été confronté à des problèmes juridiques lorsque Inga Bongo a intenté une action d'injustice contre lui pour négligence de la part du propriétaire. Les allégations ont été réfutées par Diddy, qui a maintenu qu'il était innocent de ces accusations. Un autre incident a eu lieu en avril 1949, 2 ans seulement après la sortie du clip de la chanson Hate Me Now de Nas, dans lequel Diddy apparaissait dans une scène controversée. Cet événement s'est produit après la sortie du clip. Diddy et 2 autres personnes ont apparemment envahi le bureau de Steve Stout, l'ancien manager de Nas, pour se livrer à une vive altercation. Ils étaient mécontents de la manière dont les images avaient été diffusées. En conséquence, Stout a intenté une action en justice contre Diddy, qui s'est finalement soldée par un accord à l'amiable de $500 000. Diddy a d'abord été accusé d'agression, mais en septembre de la même année, il a plaidé coupable à une accusation moins grave de harcèlement et a été condamné à suivre une journée de séance de gestion de la colère. En décembre 1999, une autre controverse importante a eu lieu. Selon certaines informations, un désaccord entre Diddy, sa petite amie de l'époque Jennifer Lopez et le rappeur Shyne s'est aggravé dans une boîte de nuit de New York, entraînant une situation chaotique dans laquelle ils étaient tous les 3 impliqués. À la suite de l'incident, Diddy et Shyne ont été placés en garde à vue pour diverses infractions. La procédure judiciaire a donc pris beaucoup de temps et, pendant cette période, Diddy a continué à faire l'objet d'une grande attention de la part du public. Un autre exemple des problèmes juridiques de Diddy s'est produit en 2001, lorsqu'il a été placé en détention en Floride pour avoir conduit avec un permis suspendu. Bien que cette accusation n'ait rien à voir avec les controverses plus graves qui l'entourent, elle contribue à la perception croissante des problèmes juridiques de Diddy par le public. En 2003, sa marque de vêtements, Sean John, a également fait l'objet d'une enquête sur d'éventuels actes répréhensibles. Selon une étude du National Labor Committee, les usines du Honduras qui fabriquent les produits Sean John enfreindraient les règles du travail. Parmi les allégations contenues dans ces enquêtes figurent des allégations de traitement injuste des travailleurs, y compris des fouilles corporelles et d'autres conditions de travail sévères. Diddy a réagi à ces critiques en répondant aux préoccupations exprimées à l'égard de sa marque. En 2015, Diddy a été arrêté après une altercation survenue à l'UCLA, où son fils jouait au football. Cet incident a ramené Diddy sur le devant de la scène. Selon les rapports, l'incident a eu lieu entre Diddy et l'un des entraîneurs, ce qui a entraîné des accusations de voies de fait graves contre Diddy. En 2023, la chanteuse Cassie, de son vrai nom Cassandra Ventura, a intenté une action en justice sérieuse contre le défendeur. Selon les allégations de Cassie dans la plainte, sa relation avec Diddy a été marquée par un comportement problématique qui a duré plus de 10 ans. Leur relation aurait débuté en 2005, alors qu'elle avait 19 ans et Diddy 37 ans. Cassie a décrit leur temps ensemble comme étant chargé de difficultés émotionnelles au cours de leur relation, en particulier en 2018, lorsqu'elle a fait un effort pour mettre une certaine distance entre elle et Diddy. Certaines parties de son action en justice semblent être étayées par un incident survenu en 2016, au cours duquel les actions de Diddy ont été filmées par une caméra de surveillance dans un hôtel de Los Angeles. Elle a fait référence à cet incident comme preuve. La vidéo montre Diddy en train de se disputer furieusement avec Cassie, ce que l'on peut voir sur la vidéo. Bien que l'avocat de Diddy ait souligné que le paiement ne constituait pas un aveu de faute, la plainte a été réglée peu de temps après son dépôt. Diddy a choisi de régler l'affaire à l'amiable, ce qui a abouti au paiement.
Joy Dickerson Neal a déposé une deuxième plainte contre Diddy en novembre 2023. Dans cette plainte, elle accuse Diddy d'avoir eu un comportement inapproprié à partir de 1991, alors qu'elle était étudiante. Selon elle, Diddy l'aurait soumise à une forte pression pour qu'elle passe du temps avec lui. And outer, au cours de cette période. Un certain nombre d'événements se sont produits qui l'ont mise mal à l'aise. À la suite de l'incident, Mme Dickerson Neal a affirmé avoir contacté les autorités, mais la réaction a été limitée en raison de l'inquiétude des personnes travaillant dans l'entreprise. And outer, à peu près à la même époque, un autre plaignant, qui a préféré garder l'anonymat, a déposé une plainte distincte dans laquelle il accuse Diddy et une autre personne d'avoir eu un comportement inapproprié au début des années 1990. Auparavant, les plaintes pour des faits plus anciens n'étaient pas autorisées en vertu du délai de prescription. Toutefois, cette action a été déposée conformément à une loi temporaire de l'État de New York qui autorisait de telles plaintes. Au cours de cette période, le nombre croissant de poursuites judiciaires intentées contre Diddy a été influencé par cette affaire, ainsi que par un grand nombre d'autres affaires. En décembre 2023, une nouvelle plainte a fait surface, dans laquelle le plaignant affirmait que Diddy avait eu un comportement inapproprié lors d'un événement qui s'était déroulé en 2003. L'allégation laisse entendre que le comportement de Diddy à l'époque a violé certaines limites, ce qui a donné lieu à un examen juridique supplémentaire. Un autre procès a été intenté par un ancien mannequin, Crystal McKinney, qui avait déposé une plainte concernant un événement similaire en 2003, venant s'ajouter au nombre croissant de plaintes. Cette plainte a été déposée en même temps que l'incident en question. Au cours du mois de février de l'année 2024, une autre action en justice a été engagée, cette fois par le producteur de musique Rodney Lil Rod Jones. Jones a déclaré qu'au cours de ses relations avec Diddy, il avait été mis dans des situations délicates, notamment contraint d'assister à des événements qui ne correspondaient pas à ses principes personnels ou professionnels. Les allégations de Jones portaient sur le fait qu'il avait été soumis à ces situations. Il a également affirmé qu'en raison des avantages liés aux relations avec des célébrités de premier plan, d'autres personnes du secteur ont pu ignorer des incidents similaires en raison des avantages qu'elles reçoivent. L'affaire a continué d'attirer l'attention des médias, bien que l'équipe juridique de Diddy ait rejeté ces allégations, les qualifiant d'insignifiantes et d'imprudentes. Dawn Richard, une ancienne compagne de Diddy, a intenté une action en justice en 2014, révélant l'expérience qu'elle avait vécue en travaillant avec Diddy. Cela a encore compliqué l'image publique de Diddy. Dawn Richard a accusé Diddy de l'avoir maltraité, ainsi que d'autres personnes, pendant leur collaboration, notamment en retenant des fonds pour son travail et en la mettant mal à l'aise dans des contextes professionnels. Les allégations de Richard ont été mentionnées dans le procès qu'il a intenté. Outre les nombreux problèmes dans lesquels Diddy a été impliqué au fil des ans, ces accusations donnent l'image d'une relation de travail difficile entre eux deux. Au cours du mois de septembre 2024, la situation s'est aggravée lorsque Diddy a été placé en détention après avoir été inculpé par le gouvernement fédéral pour racket et autres conduites illégales. Selon les allégations de l'accusation, Diddy et ses collègues étaient responsables de la création d'une atmosphère dans laquelle les personnes qui lui étaient proches étaient contraintes à des circonstances qui violaient à la fois les normes morales et juridiques. Cependant, son équipe de défense est restée ferme dans l'affirmation de son innocence, décrivant les accusations comme injustes et s'engageant à contester le dossier de l'accusation. Après avoir plaidé non coupable, Diddy s'est vu refuser la libération sous caution, l'accusation ayant fait valoir qu'il avait déjà cherché à exercer une influence sur des personnes impliquées dans cette procédure judiciaire. Malgré les nombreuses allégations formulées à son encontre, Diddy les a toujours réfutées. Dans des déclarations faites au public, il a déclaré que les accusations étaient sans fondement et a fourni la panie, preuve que certaines personnes ne cherchaient qu'à obtenir une récompense en espèces. En réponse à une action en justice, Diddy a déclaré qu'il se battrait pour sa famille. Son nom est la vérité. Cependant, l'action en justice a été rejetée. Il a continué à être défendu par son équipe juridique, qui a maintenu que de nombreuses allégations étaient sans fondement et que Diddy était toujours confiant dans sa capacité à laver son nom. Rumeur confirmée par Sons. À la suite des perquisitions menées par des fonctionnaires fédéraux dans les maisons de Diddy en mars 2024,
Le grand public et les médias n'ont pas tardé à spéculer sur les conséquences de cette enquête. En revanche, ses enfants, King et Justin, ont chacun leur propre point de vue sur les événements qui se sont déroulés et n'hésitent pas à exprimer leur opinion. Lorsque les perquisitions ont eu lieu, King et Justin étaient présents dans la résidence de Diddy à Holmby Hills, située à Los Angeles. Les fils de Diddy ont vécu les conséquences immédiates de la perquisition, même si Diddy se trouvait à Miami à ce moment-là. Après avoir été retenu pendant une courte période à l'extérieur de la résidence, comme il est d'usage dans ce genre de situation, ils ont finalement été relâchés sans avoir été inculpés de quoi que ce soit. Il ne fait aucun doute que cette circonstance a suscité l'inquiétude de la famille, en ce qui concerne la manière dont les autorités ont géré la situation. En peu de temps, l'avocat de Diddy a exprimé son mécontentement quant à la manière dont les autorités ont traité ses enfants et le personnel lors de la descente de police. Dans sa déclaration, il a souligné ce qu'il considérait comme un usage excessif de la force. Il a déclaré que Diddy avait coopéré avec les autorités et que rien ne justifiait un tel antagonisme. Les fils de Diddy ont pris la décision de quitter le manoir de leur père à Los Angeles après cette perquisition troublante, bien que Diddy lui-même n'ait été ni emprisonné ni soumis à aucune restriction. Dans les jours qui ont suivi, des photos ont montré King et Justin transportant leurs sacs dans une voiture, ce qui a servi de métaphore pour échapper momentanément au pandémonium. Malgré cela, King n'est pas resté silencieux très longtemps, jusqu'à ce qu'il prenne enfin la parole et exprime clairement sa position. Plusieurs semaines après les raids, King a posté un message mystérieux sur Snapchat. Le message est vague. Une façon de mettre fin au mensonge est d'arrêter d'utiliser l'expression « stop with the cap ». De nombreuses personnes ont compris qu'il s'agissait de la première réaction publique de King aux allégations et aux controverses qui entouraient de son père. Il semble diriger ses propos non seulement vers les personnes qui font des allégations, mais aussi vers le récit public qui a commencé à échapper à tout contrôle. King défendait son père et luttait contre ceux qui mettaient en doute le caractère de Diddy alors qu'il avait 25 ans. Il commençait alors à jouer un rôle plus public. Au mois de mai, King a sorti une nouvelle chanson intitulée Pick a Side qui maintenait cette défense. Il y aborde notamment les descentes de police qui ont eu lieu en mars, ainsi que les problèmes juridiques en cours autour de son père. Au cours de la chanson, King fait allusion à la descente de police en rappant « La police fait une descente dans le berceau comme si elle pensait que nous vendions du crack. Mais nous sommes ici en train de vendre des morceaux, des plaques de plusieurs millions de dollars. » Cette phrase est l'une des plus inoubliables de la chanson. Non seulement elle réfute l'idée qu'il y a eu un quelconque crime, mais elle souligne également le fait qu'ils ont connu un grand succès dans leur profession de musicien. Dans la même chanson, King a pris une position courageuse à l'égard de 50 Cent, considéré comme l'un des adversaires les plus virulents de Diddy. L'animosité de longue date entre Diddy et 50 Cent a atteint un nouveau degré d'intensité, lorsque 50 Cent a humilié Diddy à plusieurs reprises alors qu'il était en danger sur le plan juridique. Dans la chanson Pick a Side, King n'a pas hésité à aborder cette question. Il fait référence au fait que son père a été la cible de la haine d'un certain nombre de personnes et mentionne spécifiquement 50 Cent. Une chose est claire, King est déterminé à sauvegarder l'héritage et la réputation de son père en utilisant sa plateforme pour affronter les critiques de front. Sur Instagram, 50 Cent, qui n'est jamais du genre à reculer, a immédiatement réagi avec un mélange de sarcasme et de moquerie à l'accusation. Alors qu'il semblait terrifié par la chanson, il a minimisé les paroles de King et a affirmé qu'il n'avait jamais nommé les enfants de Diddy dans ses attaques. Le ton qu'il a employé, à la fois amusant et dédaigneux, n'a fait qu'alimenter les allers-retours incessants entre les deux familles. La décision de King de faire référence aux raids fédéraux dans sa chanson a été remise en question par 50 Cent dans un autre message. Il a suggéré que ce n'était pas une décision judicieuse compte tenu de la gravité de l'enquête. Et il a critiqué King pour sa décision. King, cependant, n'a pas bronché et a continué à démontrer son allégeance à son père malgré les attaques de 50 Cent. Quincy, le fils aîné de Diddy, a parlé de l'influence qu'a eu sur lui le fait d'avoir été élevé dans le même environnement que le magnat du hip-hop pendant toute cette épreuve. Il a révélé que Diddy avait toujours accordé une grande importance à la famille et qu'il emmenait souvent ses enfants en tournée pour leur donner un sentiment de sécurité. Quincy a continué à soutenir ses frères,
les associant même au projet créatif qu'il a lui-même entrepris.